Nico, un point c'est tout. Ruffin, le candidat de la loose. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de discuter avec vous de la candidature de François Ruffin. Et j'ai choisi d'intituler ce podcast Ruffin, le candidat de la loose. Car, comme vous le savez peut-être, le Picard s'est lancé et a officialisé il y a peu sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Une défiance pas innée, construite pierre par pierre. Qu'on se comprenne bien, dans cette section, mon but est de montrer comment, auparavant, je n'ai ressenti aucune aversion ou quoi que ce soit pour le personnage. Mais qu'une défiance s'est construite au fur et à mesure jusqu'à arriver à un point de non-retour, à force d'alertes qui se sont multipliées. Aussi, ce segment, je vais l'utiliser uniquement pour montrer comment l'intégralité de l'œuvre de Ruffin n'est pas à bazarder. Comment il a pu, d'une certaine manière, être utile à la cause, la faire progresser à travers certains de ses travaux. Ce sont dans les chapitres suivants que je vais me pencher sur ce qui me déplaît et me détourne, et montrer comment, en fait, il n'est pas le candidat qui convient à une gauche unifiée selon moi, contrairement à ce que nous en disent certains. Il me semble évident que pas grand doute n'habite qui que ce soit concernant mes intentions avec un tel titre. En outre, je persiste et je signe. Je n'entends pas me cacher. J'escompte vous présenter les raisons pour lesquelles, selon moi, cette candidature qu'on essaie de nous faire passer, à gauche mais pas que, pour la plus pertinente et la plus rassembleuse, est, en fin de compte, tout sauf ce pourquoi on souhaite nous la faire passer en réalité, qu'elle est un flop garanti à mon avis. Je sais bien que, ne serait-ce que par ce titre, cet exercice a un peu des allures de pamphlet, j'en suis conscient. Pourtant, ce n'est pas mon approche ni mon intention. Je souhaite plus que toute autre chose montrer comment cette candidature solide pour certains, pour moi, est un leurre. Je désire vous faire part des raisons pour lesquelles, en fait, ce qu'on cherche à nous vendre comme ce qui pourrait arriver de mieux ne peut être, au mieux, que synonyme de déception et de lendemain qui déchante, si je puis dire. Je l'ai mentionné à diverses reprises dans le cadre d'autres chroniques ou encore de nos réacts dominicaux. De prime abord, je n'avais pas d'hostilité ou d'animosité particulière pour le personnage. Au début même, le député d'Amiens a pu bénéficier de mon soutien sous diverses formes. Pour dire les choses telles qu'elles sont, cela aurait pu toujours être le cas, s'il n'avait pas choisi d'opérer maintes changements avec lesquels je suis profondément en désaccord. Surtout stratégiquement. Changements qui sont venus greffer ma confiance en l'intéressé et la réduire à néant. Je sais, le terme est fort. Toutefois, il correspond très précisément à ma pensée, pour tout vous dire. Ainsi, j'exprime une déception complète et finale pour le fondateur de ce journal militant. Je suis abonné à vie à Fakir, j'ai lu la quasi-intégralité des bouquins de Ruffin, et j'ai aussi vu ses films, à l'exception du tout dernier, je dois bien le reconnaître. Je vais même aller plus loin dans cette démarche, et souligner les bienfaits et l'intérêt du travail de Ruffin au travers de ses films en particulier. Le talent certain de Ruffin en un sens aussi. Ces films, qui sont, pour tous ceux que j'ai vus, des réussites indéniables et d'utilité publique, en particulier celui intitulé « Debout les femmes ». Métrage qui remue les tripes et qui m'a même ému aux larmes, pour être parfaitement transparent. On avait eu, mon groupe militant et moi-même, pour initiative de diffuser son film ici en Thaïlande, enfin à Bangkok. Il y a quelques années de cela, grâce à une projection que nous avions effectuée dans un cinéma de quartier. Nous nous étions mis en contact avec sa boîte de production, acheté les droits et avions finalement pu assurer un visionnage de l'œuvre que j'ai désignée. Notre grand bonheur avait été de voir la réaction de tous, Français de l'étranger comme Thaïlandais, venus assister à ce documentaire. Certains probablement dans le cadre d'études de français, j'imagine, ou peut-être d'études en sciences sociales, allez savoir. Quoi qu'il en soit, tous ont adoré de ce que nous en savons. Dans le même registre, je n'ai eu de cesse de mettre en exergue comment certains des livres de Ruffin sont essentiels, comme celui appelé « Les petits soldats du journalisme », qui s'avère un ouvrage tout à fait éclairant sur les pratiques du monde journalistique et nous permet de mieux comprendre comment on en a dérivé vers le grand n'importe quoi auquel on assiste de nos jours. Et ce, dans, pour ainsi dire, tous les médias, que ce soit TV ou radio. Il y a également son activité parlementaire et comment il a su, jusqu'à un certain stade, faire sortir des combats de l'Assemblée, vulgariser des trucs antisociaux qui avaient cours au sein de l'hémicycle, ou encore mener des combats pied à pied. On a tous en mémoire des happenings de celui qu'on pouvait encore considérer comme un camarade. Camarade de lutte, malgré tous les trucs urticaires dont il était auteur à intervalles réguliers. Que ce soit son coup de gueule alors que la Macronie adoptait soi-disant son texte tout en enlevant la substance de celui-ci concernant les femmes de ménage et leurs conditions de travail. Ou bien son maillot de foot arboré à la tribune de l'Assemblée nationale.
Ceci pour dénoncer l'arrêt des subventions dans le sport amateur, si je ne me trompe pas. Oui, mais patatras. Alors se profile un tournant qui change tout, et les quelques caractères irritants de Ruffin sont devenus graduellement des signaux d'alerte, puis carrément, à plus longue échéance, des facteurs de défiance très importants. Et ce, jusqu'à ce que, pour ma part, je me ravise et adopte un point de vue différent. Auparavant, quand la succession de Mélenchon était évoquée, je disais que si Ruffin était le candidat de LFI et qu'il portait le programme de l'AEC à la présidentielle, je voterais pour lui, sans enthousiasme, mais que je voterais pour le programme, en dépit de la confiance en Berne que le personnage m'inspirait alors. À l'inverse de ce que j'avais l'habitude de dire concernant la candidature de JLM. Je parlais alors en ces termes. On peut me couper les 2 bras et les 2 jambes, je ramperai jusqu'au bureau de vote et irai mettre le bulletin dans l'urne avec les dents s'il le faut. Après cette rapide digression, afin de souligner la très grosse nuance existante, revenons-en à notre sujet, si je puis dire. Désormais, avec les nombreux développements supplémentaires, je suis absolument certain de ne jamais glisser un bulletin Ruffin dans l'urne, sous aucune circonstance que j'ai pu identifier. Du moins à ce jour, je reviendrai sur ce point ultérieurement. Tout cela pour dire que les commentaires et argumentaires qui vont suivre n'ont rien de personnel. Que, si je crois bon de rappeler tout cela, c'est pour mettre l'accent sur un changement de cap et mettre en valeur le fait que Ruffin aurait pu être légitime, il fut un temps, mais que ce temps est révolu. Notamment du fait de choix qui nous font diverger de manière plus que conséquente, et qui ont pour cause de créer une déchirure qui risque fort peu de pouvoir être recousue. Passons du même jet aux raisons pour lesquelles la candidature de Ruffin rime avec Gadin. Le grand paradoxe. Je trouve tout à fait surprenant, pour ne pas dire hallucinant, que le député de la Somme apparaisse être la solution de consensus de certains. Un candidat supposément idéal pour unifier la gauche à l'échelon national pour briguer le poste de président, et mener une équipe d'une gauche qui parle d'une seule voix a fortiori. J'apporterai davantage de précisions plus en aval. Pourtant, pour le moins qu'on puisse dire, il ne fait pas consensus, justement, en particulier ces derniers temps, j'y reviendrai là encore un peu plus tard. Et pour cause, on parle de quelqu'un qui a toujours mis l'accent sur le côté régional et qui ne s'en est jamais vraiment caché, d'une certaine manière. Comme tout un symbole, sa formation politique officielle est Picardie debout. Il n'a jamais été autre chose qu'assimilé France Insoumise, ce qui n'a rien d'un détail. Aussi, sa fameuse expression de Picardie Independenza peut avoir des allures de blagounette, j'en conviens. Mais quand le truc est répété à l'envi, cela peut tout de même amener à s'interroger. Et nous poser la question de la légitimité d'une personne pour nous représenter toutes et tous en dernier recours. Et quand je dis tous, c'est tous. Gens de la métropole, frères ultramarins, et nous tous, Français établis hors de France, comme ils disent. On sait aussi que François sillonne son coin depuis des lustres, et que celui-ci n'en a pas pour autant mis KO le RN dans sa ville ou sa région natale. Donc, même dans l'optique d'un alignement des planètes, rien n'indique qu'il serait en mesure de prendre le dessus sur son concurrent issu des rangs du Rassemblement national. Et je crois bon de rappeler au passage que sa dernière élection en tant que député, à l'occasion de la dissolution opérée par Macron, n'a vu une victoire de sa part que d'une très courte tête. Rappelons ce point essentiel. Il a par ailleurs été élu avec des voix des macronistes et des insoumis, et rien ne laisse présager que de tels reports se feraient dans quelque autre contexte. Plus spécialement dans celui d'une présidentielle où tout laisse à croire que les macronistes auront une myriade de potentiels candidats. Ils se bousculent au portillon d'ores et déjà, alors qu'on est encore loin de 2027. Attal, Édouard Philippe, Darmanin et consorts, j'en oublie volontairement. Que parallèlement, les insoumis auront, eux aussi, quelqu'un pour porter leur liste et programme. Nous sommes dans notre bon droit pour le faire. Pour moi, cela leur amène au statut de militant de terrain, d'une certaine manière. Militant qui n'est pas une arme absolue, comme je le mentionnais, vu la propension des gens de sa circonscription et de sa région à voter pour notre adversaire de toujours, l'extrême droite. Mais acteur de terrain qui a fait le job, malgré tout, globalement. Après, il y a un énorme pas à franchir pour passer à l'étape supérieure ou au niveau suivant, à prétendre avoir une chance de plier le game pour filer la métaphore. Dans la lignée des paradoxes, je trouve proprement ahurissant qu'on songe à quelqu'un qui s'auto-définit comme un électron libre pour relever le drapeau et porter les couleurs de la gauche rassemblée sous un même étendard. Je ne développe pour le moment pas davantage ce point en particulier puisqu'il fera l'objet d'une section à part entière. Il était en revanche difficile de ne pas y faire allusion dans cette partie, tant c'est un élément qui ne parle véritablement pas en faveur de cette candidature et que le paradoxe Ruffin apparaît pour le coup des plus clairement.
La mauvaise pente. Comment ne pas souligner et insister sur le fait que l'ancien journaliste n'est pas sur la bonne voie, voire qu'il est sur la plus mauvaise des pentes qu'il soit, si on veut mon avis. Il est beaucoup question de stratégie pour l'occasion. On a tous compris quelle est la tech de Ruffin, celle d'un recentrage, d'une tentative de conciliation avec le système en place, de mettre en place une opération de respectabilité et s'assurer de ne pas recevoir les foudres de tous à tout instant. À commencer par celle d'un système médiatique déchaîné à l'encontre de la FI et de toute la gauche qui se tient debout, se respecte et tutti quanti. Je vous renvoie vers les traitements des militants écolos sur le terrain pour vous donner un aperçu du phénomène. La gauche dont je parle est celle qui ne se tient pas tranquille et n'entend pas composer à la marge avec le capitalisme dans sa version néolibérale. En définitive, de quelque gauche qui représente un danger pour l'ordre actuel des choses, tout simplement. Une gauche pas prête à hisser le drapeau blanc de la reddition pour les travailleurs et les plus modestes, au profit des classes dominantes. Pour Ruffin, il s'agit en somme, si je puis dire, d'éviter concrètement le shitstorm que subit la France insoumise en H24 chaque jour. Les campagnes de calomnie et les vendettas essuyés en continu depuis 2017, chose desquelles il a relativement réussi à se préserver et préserver son image. À un certain prix, celui de la crédibilité, je reviendrai là-dessus. Oui, mais voilà, il y a le pendant à tout cela. Un élément que l'intéressé ne semble pas prendre en compte et qui est tout aussi déterminant à mon sens. C'est en ne lâchant rien et en ne concédant aucun terrain que la France insoumise a progressé, élection après élection. Qu'elle a bâti une hégémonie et réussi à acquérir une certaine centralité ainsi qu'une légitimité. Qu'elle a fait preuve de cohérence et montré à tous qu'elle était solide sur ses principes et sur ses appuis. Que sa constance, peu importe l'intensité des attaques dont elle fait l'objet, est ce qui construit la confiance des gens pour cette force politique transformatrice et anti-système. Que sa cohérence devient évidente à tous jusqu'à nos adversaires de plateau, quand bien même celle-ci leur déplaît. Que sa cohérence devient évidente à tous jusqu'à nos adversaires de plateau, quand bien même celle-ci leur déplaît. Et ce, en lieu et place des attitudes de beaucoup, en particulier à gauche, faites de rétropédalage, notre sujet du jour y compris. Voire plus souvent qu'à son tour, puisque Ruffin a décidé de changer énormément de choses à son apparence, sa façon d'être et sa stratégie plus généralement. Je vais traiter le truc dans une section, ne vous inquiétez pas. La mauvaise pente à laquelle je faisais référence se manifeste de la pire des façons concernant son travail au sein du Parlement. Je ne sais pas qui est encore en mesure de citer ce que Ruffin a pu faire ces derniers mois, quelle bataille il a livrée, ou ne serait-ce que quel dossier il a traité récemment. Personnellement, et je suis la politique de très près, je n'en ai aucune idée. C'est un vrai problème, non seulement sur le fond, dans la bataille idéologique, mais aussi et surtout en termes de notoriété de l'individu en question, compte tenu des ambitions qui sont les siennes. Il ne me paraît pas superflu de préciser que la notoriété n'est pas un élément comme un autre pour une quête de l'Élysée. Ces élections se tiennent dans le cadre de la Ve République, cadre où la personnification du pouvoir et des institutions est à son paroxysme. Que n'importe qui à gauche, peu importe de qui on parle, ne dispose pas d'appareil médiatique désireux de le ou la mettre en valeur. De proposer des unes dithyrambiques particulièrement avantageuses à son endroit, à répétition, voire saturation. Bref, que ce dont a pu jouir Macron en 2017 n'arrivera tout simplement pas. Il sera donc, de fait, forcément coincé entre les coups de boutoir du système qui font entendre qui dérange ce dernier, et la posture extrêmement bienveillante de celui-ci pour les représentants au derrière desquels il a choisi de pousser. Un peu dans un ventre mou, comme diraient certains commentateurs sportifs. Dans le meilleur des cas, dans une indifférence qui ne le sert pas, qui ne le dessert pas. Ainsi, qui témoignera de son impuissance identifiée comme telle par les puissants, qui ne croiront pas bon de gaspiller leur énergie à se pencher sur le cas de quelqu'un qui ne leur inspire aucune crainte d'aucune sorte. Statut dont il ne pourra au mieux que bénéficier un temps. Évidemment, dès lors qu'il sera identifié comme empêchant ce petit monde de tourner en rond et de s'adonner à son business as usual, il sera alors considéré comme une personne contre laquelle il faudra se dresser. Le tout résultant des médias le sortant de sa zone de confort où il évolue. Alors commenceront les attaques à tout va. Il s'agit de ne pas se voiler la face, c'est irrémédiablement ce qui se produira. J'en prends pour preuve que même la gauche la plus malassonne y a eu le droit. Alors aucune raison pour qu'il y échappe. Sauf à jouer les faire-valoir ou les invisibles de service tout du long, nul besoin de le préciser. Vous l'avez compris, j'évoquais les attaques qui ont plu un temps sur le Parti socialiste, alors que celui-ci venait de se joindre à la NUPES.
Période où on a même vu des termes comme islamo-gauchiste appliqués en direction des plus plats des SOSDEM, c'est dire. Tout cela pour dire que, dans le cas de figure d'une réelle montée en puissance du Picard, la bienveillance passée se transformera en répit temporaire dont il aura bénéficié et rien de plus. La machine à taper fera son œuvre indistinctement. La sympathie jadis ressentie laissera place au pilori dressé. Ruffin, l'homme qui avançait à contre-courant du programme. Nul besoin de préciser que le facteur confiance est primordial en politique. Évidemment, d'autant plus lorsque les gouvernements de fausse alternance se sont succédés au pouvoir pendant des décennies, et qu'ils n'auront été synonymes que de déception, de trahison, de tricherie, de faux-semblants et tout le reste. Nombre de superlatifs pourraient être additionnés quand on n'en aurait pas fait le tour, pour décrire l'effet délétère sur la population. En particulier à gauche, si j'ose dire, dans la mesure où pas grand-chose de terriblement convaincant n'est sorti des urnes et des quelques passages de gouvernements supposément socialistes à la tête du pays. Le tout alimentant un climat de défiance qui se comprend fort bien. Et ce, jusqu'au refuge de certains dans un abstentionnisme à la hauteur de leur désillusion. Climat où la hantise de beaucoup est de se faire abuser une fois de plus par de beaux parleurs, qui n'auront que l'air et surtout pas la chanson, qui auront récolté des suffrages, servi leur propre gloriole et largement oublié les préceptes et idéologies sur lesquels ils se seront fait élire. Le dernier exemple en date ne remonte pas à loin, regardez donc l'attitude du PS pour vous en convaincre. Comment une non-censure du gouvernement Bayrou, sous couvert de responsabilité, est un nouveau red flag, pour des gens réticents à retourner vers le processus électoral. Or, Ruffin a placé sa campagne sur les pires bases possibles et imaginables, en s'alignant avec un groupe dissident dont la pratique se sera avérée des plus honteuses pour ce qui me concerne. La manière de faire de ceux qui l'aura défendu envers et contre tout, le mettant en porte-à-faux également. Je vous refais le film en mode accéléré. Les Corbière, Garrido et toute la clique, ayant décidé de se faire investir sur des spots insoumis, tout en ayant déterminé au préalable de faire partie d'autres groupes parlementaires que celui de la France insoumise. Force qui devait les investir de prime abord. Ceux-ci menant la FI, consciente de la manipulation en cours, à les dessaisir des investitures, provoquant les cris d'orfraie de ce groupe, pestant, s'indignant, etc., et allant jusqu'à s'épancher dans les médias mainstream. Curieuse façon de procéder pour des gens censés se soucier de démocratie, ayant supposément soif de respecter leurs paroles et engagements, et se mettre au service d'idéaux tels que l'entraide et la solidarité. Pour plus de détails sur toute cette histoire, j'ai différents podcasts qui traitent du sujet. Je vous y renvoie. Ici, ce n'est pas le sujet. Mon but est uniquement de vous présenter un aspect de plus qui fait que Ruffin, ce n'est pas ce qui peut arriver de mieux à la gauche, voilà tout. En se ralliant de facto à ce groupe que je qualifierais de renégat, Ruffin a effectué un move politique des plus inconséquents, qui véhicule tout l'inverse de ce qu'il désirait, je pense, faisant ainsi reculer le degré de confiance que celui-ci inspire à un électorat supposé lui être favorable. Rien de tout cela ne s'est amélioré, et c'est un euphémisme que de le dire sous cette forme, dès lors que le journal Le Figaro révélait des tractations en backdoor que les intéressés, bras dessus, bras dessous, menaient avec un millionnaire de gauche dénommé Legrain. Celui-ci s'estimant de gauche, mais souhaitant une gauche moins à gauche, pour la faire courte. Ce qu'on n'a pas de mal à saisir. Il s'agissait sûrement de ne pas aller contre les intérêts du bien loti susnommé apparemment. Quoi qu'il en soit, l'annonce des dîners en ville et les échanges avec des millionnaires que la gauche est censée ramener à des échelles plus raisonnables, doublés des manœuvres sournoises de ses petits camarades de jeu, ont largement entaché l'image et la future campagne de l'auteur de Merci Patron, le tout en s'érigeant clairement contre la FI. Faisant en sorte que beaucoup d'entre nous, considérant le Picard comme un traître, dans le pire des cas, ou, comme c'est le cas pour moi, pour quelqu'un de peu fiable et pour lequel on ne votera, pour ainsi dire, sous aucun prétexte. L'électron libre. J'ai présenté un peu plus tôt le côté électron libre comme un des facteurs de l'incohérence du choix de Ruffin pour agréger tout le monde. Mais j'ai balayé ce point un coup de vent, et il s'agit désormais de revenir sur ce thème et de l'approfondir. Il est cocasse de penser à une personne qui se dépeint en électron libre et qui a eu bien du mal à suivre quelques disciplines du groupe pour porter un programme dont le collectif est la base. Un programme dont la charpente sont la solidarité et l'entraide, de même que l'esprit de groupe, la cohésion, dont on attend de faire bloc pour garantir l'application du programme, malgré l'ire qu'une telle tentative d'application va nécessairement susciter.
Je pense que dire que Ruffin s'est désolidarisé à quasi toutes les occasions où il aurait pu prêter main forte à ses camarades supposés n'est pas usurpé, pour le moins qu'on puisse dire. Les exemples sont très très nombreux. Daniel Obono, lâché en race campagne, Adrien Quatennens, accablé par le concerné, bien que certains prêtent à l'Amiénois des comportements à peine plus vénérables de ceux que j'avais pu voir traîner par tweet interposés. Jean-Luc Mélenchon, pour lequel il n'a pas eu que des mots très agréables, etc., etc., etc. On a constaté sans mal combien Ruffin s'est désolidarisé à chaque fois qu'il avait pu se sentir acculé ou mis mal à l'aise. Cela laisse présager de peu de caractère et de faculté à tenir bon. Comment s'imaginer un Ruffin qui ne peut endurer quelque chose que ce soit, venir tenir tête aux grands de ce monde, à l'élite du capitalisme de l'Hexagone, etc., avec une pareille attitude? D'autant que, et c'est de bonne guerre, certains de ses présumés partenaires potentiels pourraient largement lui renvoyer l'appareil, le cas échéant, s'il était aux manettes. Sinon, on se retrouve dans la position de Roussel, qui est adulé à droite pour ses prises de position réactionnaires, et par des gens qui n'ont absolument pas l'intention de voter pour lui dans quelque configuration que ce soit. D'une droite dont il est le relais et l'idiot utile, rien d'autre. Or, il va sans dire que dans cette équation, le député de la Somme s'est aligné une bonne partie de la force motrice à gauche, que beaucoup d'honorants ne veulent désormais sous aucun prétexte entendre parler de Ruffin, plus spécialement dans la mesure où un certain nombre de candidats nous ont démontré leur solidité, qu'on pouvait légitimement leur témoigner une pleine confiance, en ne dérangeant à aucun des principes. C'est vrai, après tout, pourquoi, lorsqu'on est insoumis, voter pour Ruffin, quand on a des panneaux, des Bompard, des Gaîté, pour ne citer que ces trois-ci? Laissez-moi, s'il vous plaît, rajouter quelque chose d'autre. En fait, peu importe l'insoumis qui prend place dans la course pour l'élection phare, il disposera d'un appareil, voire de plusieurs, même sans alliance de formation politique de gauche, ce qui ne se produira pas pour Ruffin. Enfin, sauf à envisager une alliance avec toutes les autres formations de gauche qui se trouvent à l'Assemblée, insoumis mis à part. Mais là encore, il y a beaucoup à en dire, et une section dédiée sera consacrée à ce point, qui ne peut rester sans être abordé, je pense. Finalement, comment attribuer quelque cohérence que ce soit à une telle candidature quand on sait ce qui s'est passé il y a peu? En effet, Ruffin a fait sécession du groupe insoumis, comme cela ne vous échappe sûrement pas. Le groupe qu'il a soutenu à son départ, c'est celui de l'après. Groupe désormais devenu un parti qu'il n'a pas cru bon de rejoindre pour autant. Soulignons une fois encore son côté loup solitaire, dont les preuves de solidarité ne peuvent être au mieux que du one-shot. Ruffin est-il vraiment si populaire? Le fait est le suivant. À bien des égards, on nous survend, à coup d'enquête d'opinion, comment Ruffin serait le plus populaire ou serait le meilleur candidat à gauche. Mais les faits sont têtus. Et les négliger est une erreur, je crois. Un simple coup d'œil rapide sur chaque publication ou apparition de JLM, sur chacun de ses tweets ou posts, sur chacune de ses vidéos, ainsi que sur chacun de ses réseaux sociaux, nous donne à voir l'énorme déficit dont souffre François Ruffin pour obtenir une notoriété un peu équivalente. Sur YouTube, on parle juste du simple au triple ou quadruple, ce qui n'est pas rien. En outre, cette différence s'explique de bien des manières. JLM est de plus longue date dans le circuit politique. Il apparaît moins comme un acteur local également. Il a toujours compris les enjeux de la communication à travers tous les nouveaux canaux possibles et imaginables et disponibles. Aussi, impossible de trouver plus fin stratège politique à mon avis. Étrangement, ceux qui intentent de le faire passer pour un dinosaure sont des gens infiniment moins à la page que celui qu'ils veulent disqualifier. Je sais ce que certains me répondront, même au sein de nos rangs. Soit que le nombre d'abonnés, par exemple, n'est pas le nombre de votants. D'une certaine façon, c'est exact. Mais en même temps, c'est aussi une logique alambiquée. Quand on possède 3 ou 4 fois plus d'abonnés, par exemple, comme ce qui se produit avec JLM, cela se matérialise concrètement par un porte-voix, pour ainsi dire, 4 fois plus grand que celui dont dispose l'autre grande figure de la gauche. Le truc aboutissant très souvent à des audiences clairement à l'avantage de Mélenchon, qui excèdent très souvent les 120 000 vues en quelques heures, contre les seulement, entre guillemets, évidemment, 40 000 de Ruffin. Il est clairement préférable de s'adresser à chaque prise de parole à une foule comportant 3 fois plus de monde, c'est juste de la pure logique. Aussi, même si on sait que les effectifs en question comptent des trolls et des journalistes, donc, de fait, parfois les deux en un. Mort de rire. Il est aussi bon signe de voir son message dépasser les frontières partisanes et de ses seuls soutiens. C'est le signe de messages qui infusent plus largement et plus en profondeur dans la société, qui ont une portée et un écho tout autre.
Ce n'est que rarement le cas quand les gens ne disposent de rien d'intéressant à dire ou à proposer. En particulier en politique, où suivre quelqu'un est un peu comme une forme d'adhésion à ses idées ou discours, si on veut aller par là. À minima, une démonstration d'un intérêt. Alors certes, ce simple paramètre ne fait pas tout, mais il revêt une importance tout à fait considérable malgré tout, notamment en guise de thermomètre de ce que je perçois. Je sais que certains voudront assimiler ce type d'argument pour légitimer Ruffin plutôt que d'autres insoumis. Mais c'est un raccourci, le tout dépendant d'un historique, etc. Car après, naturellement, s'inscrivent des logiques de dynamique, d'appartenance politique, entre autres, personne ne va le nier. C'est aussi de cela que sont faites les campagnes en général, plus spécifiquement celles pour les présidentielles. Notoriété et identification sont importants, mais ne sont pas non plus des critères absolus en fonction des situations. On peut par ailleurs revenir sur une question qui a fait polémique, la sortie de Ruffin concernant les tracts faciès. Objet utilisé qui a largement porté préjudice, si vous voulez mon avis. Non seulement car il en admettait la pratique, et qu'en plus, il reconnaissait que son principal rival pour la candidature unifiée de la gauche est nettement plus en avance qu'il ne l'est sur nombre de terrains de lutte. Que des pans plus larges de la population se reconnaissent en le leader de la FI qu'en celui de Picardie debout. En faisant mention de comment le nom de Mélenchon ouvrait des portes, il s'auto-infligeait une bonne claque sans le réaliser. Ce qui n'est ni très bienvenu le concernant, ni particulièrement habile, et laisse encore une fois songeur quant aux capacités de Ruffin en tant que stratège, voire en tant qu'orateur efficace. Cela m'amène assez naturellement vers le point suivant que je souhaitais mettre en avant. Le bégayeur. Pour ma part, en l'état actuel des choses, je suis désolé de le dire de façon aussi sans détour, mais Ruffin n'est tout simplement pas prêt. Sa candidature n'est pas crédible pour l'heure. Peut-être un jour, allez savoir, mais définitivement pas à l'instant où j'établis ce dialogue avec vous. Quand je parle de bégayeur dans le titre de cette section, ce terme englobe deux types de considérations en vérité. L'aspect diction à proprement parler, mais aussi la capacité du concerné à débattre sur tout type de sujet, et sa capacité à se prendre les pieds dans le tapis aussitôt qu'un début d'impréparation se profile à l'horizon. Rassurez-vous, j'éclaircis mon propos de ce pas. Concentrons-nous sur le bégaiement. On a très largement pu se rendre compte des difficultés d'allocution qui sont celles de Ruffin, plus spécialement dans certains contextes. Des contextes où il rencontre davantage d'agressivité à son encontre. Moment où ce biais est criant et interpelle. Il hésite, balbutie, et l'image qui renvoie est celle d'un gars fébrile, pour le dire gentiment, aux antipodes de l'homme fort prôné par les institutions actuelles. Je pense complètement illusoire de croire que son parcours de candidat à la présidentielle ne soit pas émaillé de tout type de prise de bec, de débats enflammés, de vives passes d'armes avec ses adversaires à la fonction suprême, ou encore de polémiques entretenues par les médias mainstream. On sait donc, sans se tromper, que Ruffin sera mis à rude épreuve, à de nombreuses occasions, et multipliera les configurations susceptibles de lui faire perdre des points, voire qu'il perde pied. Le paroxysme de tout cela étant les moments où il se met à gravement bégayer et diffuser une image incertaine, brouillonne, et laisse entrevoir un manque de préparation ou de sang-froid. Pour le dire vite, beaucoup de choses qui paraissent incompatibles avec l'idée qu'on se fait du guide ultime version 5e République. Évidemment, on peut, si on est dans de telles dispositions, le trouver attachant. Peut-être nature ou sincère éventuellement. Ou alors faire preuve de compassion durant les phases en question. Mais la vérité est que cela tranche de manière trop importante avec ce qu'on tend à attendre habituellement d'un président de la République, notamment de ceux de la super incarnée 5e République. Qu'on le veuille ou non, on est forcé de constater que Ruffin, sur bien des sujets, est loin de s'avérer au niveau attendu. Si telle est sa destinée, soit de concourir à l'élection présidentielle, je crois utile qu'il comprenne qu'on ne se contentera pas, que ce soit chez la plupart des électeurs ou encore dans les médias, de se voir servir du botté en touche, dès que l'intéressé ne se sent pas très investi d'un dossier. Plus spécifiquement à l'international et dans un contexte d'ébullition généralisée. Ébullition toujours accrue par les arrivées des pires têtes de proue, pour ainsi dire, dans tous les pays, ou du moins nombre de pays considérés comme majeurs. Dans une configuration de la sorte, l'homme qui bégait peut avoir un charme, entre guillemets, mais a-t-il de la crédibilité? Ça, c'est une autre histoire. Alors, pour s'attacher à effectuer une peinture honnête de la situation et du personnage, il faut reconnaître que François a progressé un peu sur les sujets où il était carrément incompétent. Mais bon, beaucoup de chemin reste à parcourir pour couvrir l'ensemble des thèmes où il avait des lacunes, pour le moins qu'on puisse dire. Aussi, ce qu'il convient absolument d'ajouter, c'est que nombre des situations passées qui ont donné lieu à bégaiement et bredouillage
nous ont permis d'établir une règle pour ainsi dire infaillible. Ruffin, lorsqu'il est acculé dans les cordes, sort des takes réactionnaires spontanément. Puis il se ravise en essayant de se rattraper aux branches. C'est catastrophique. Pas seulement parce qu'il n'est pas naturellement basé ou politisé de sorte à remédier à ses carences, mais aussi parce qu'il laisse entrevoir ce qu'on suspecte être un peu inné, qui lui est consubstantiel. Je suis en parfaite adéquation avec Geoffroy de la Gannerie sur le sujet. Précisément ce qu'il pointe du doigt, et pour ma part, je trouve qu'il a on ne peut plus raison. Que son analyse est réaliste, sans volonté d'accabler la miennois en plus. Il se contente d'évoquer ses limites, un point c'est tout, si je puis dire. Mort de rire. Avec une bienveillance qui en rajoute à la gêne. Pour clôturer un tel sujet, peut-on s'imaginer le voir muet de déficient à omniscient, comme le cadre institutionnel le souhaiterait? Pour ma part, j'ai de très vifs doutes, quand je recoupe l'ensemble de ce que j'ai pu avancer. D'autant qu'on peut estimer, non sans raison, que Ruffin n'est pas un perdreau de l'année, qu'il roule sa bosse dans sa Picardie depuis des décennies maintenant. Soit qu'il aurait dû lui venir à l'esprit de chercher à comprendre certaines problématiques, ce en lieu et place de sortir des choses inappropriées, de se renseigner, de les regretter, etc. Toujours un peu sur le même schéma, fois après fois, à chaque fois sur des médias avec des larges audiences. Et les réhabilitations faites sur ses porte-voix personnels nettement moins porteurs vers l'extérieur. Je vous renvoie à cette vive maladresse envers la communauté LGBT, pour ne citer que cela. Nul doute que celle-ci a effectivement donné lieu à des regrets, mais le mal était fait, à la fois envers les concernés et par rapport à son image également. Globalement, tout ceci s'articule autour d'une perdition politique, si vous voulez mon avis. Un certain nombre de choses ne vont pas du tout concernant la miennois. Continuons de brosser le tableau de façon aussi exhaustive que possible. Un SOSDEM et encore. On a tendance à penser que Ruffin avait quelque peu annoncé la couleur à un moment donné. Ceci lorsqu'il s'était dit social-démocrate durant l'interview donnée à un journal dont le nom m'échappe. Je vous prie de m'en excuser. Oui, mais voilà, l'intéressé avait cru bon de dire qu'on l'avait déformé et qu'il s'estimait être, en réalité, social et démocrate. Ce qui pour lui introduisait visiblement une nuance importante à prendre en compte. Pourtant, difficile de le suivre sur ce chemin quand on sait ce qui entoure ce dernier. Ses dîners et tractations avec un millionnaire, son rapprochement avec un groupe de personnes qui s'est mis en marche de la FI, puisqu'il a fait scission. Ou encore le choix qu'il a effectué d'aller siéger avec le groupe écologiste. Choix qui résonne encore un peu comme une blague un long moment après pour ce qui me concerne. Et encore, on est loin d'être au bout du sujet. Plein de choses demeurent à mettre en exergue. Tout d'abord, le fait que Ruffin a commis l'erreur grossière, si vous voulez mon sentiment, d'aller sur le plateau de Denis Héraz et d'y faire quelque chose qu'on se doit de qualifier de malhabile. Pour ne pas dire pire. Tant c'est une grosse bourde de compétition à laquelle il s'est livré. En effet, traiter les spectateurs du Zawa Show et par extension tous les gens qui suivent ces deux youtubeurs d'ultra était un move des plus catastrophiques. D'autant que, par déduction, cela tendait à le placer en position de raisonnable à la sauce SOSDEM, justement. Le dressait, si on tire le fil, contre une armée d'extrémistes. Les médias mainstream n'auraient pas mieux fait. Or, eux sont des adversaires qui cherchent à nous rabaisser, nous stigmatiser et nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Qu'une personne soupçonnée proche de nos idées participe à cette démarche est une faute impardonnable. Et qui ne lui sera, je pense, pas pardonnée. Sûrement dont il aura à se mordre les doigts le jour où il aurait besoin de regrouper la gauche dans son ensemble pour l'emporter. Imaginez-vous si nous faisions la même chose avec le NPA aux révolutions permanentes. Cela serait particulièrement malvenu et les griefs de ces personnes plus à gauche encore que nous ne seraient pas volés. Que dire aussi de cette formule dans la perspective d'un militant d'extrême gauche? Si une frange de la FI devient l'ultra-gauche, alors la présente extrême gauche qui s'en revendique et nous dépeint en SOSDEM, elle se transforme en ultra-giga-gauche pour Ruffin, c'est ça? Pour en finir avec ce point, ajoutons un élément supplémentaire. Il y a eu cet extrait des armées célèbres de Ruffin nous expliquant comment il prenait tout ce qui se présentait comme avancé, multipliant les « je prends » et les « gagner ». Séquence des plus pathétiques où François nous expliquait sans trembler se contenter de récupérer des miettes de ce qui avait été perdu, quand les gens avaient perdu très lourd justement. Objectif manquant d'ambition et soulignant la volonté d'amendement à la marge du système, typique de la social-démocratie. Sociodémocrates qui ont capitulé sans même essayer le plus clair du temps après s'être emparés des commandes du pays. Comment ne pas penser qu'il en serait donc de même avec Ruffin, compte tenu de la trajectoire sur laquelle il se trouve?
A fortiori quand on sait sur qui le concerné semble vouloir s'appuyer, à la fois pour prendre le pouvoir, mais aussi pour l'exercer. Rassurez-vous, ce sera l'objet d'une sous-partie consacrée, car on ne peut pas faire l'impasse sur un tel argument. En attendant, continuons d'enfoncer le clou et montrer que le rassembleur n'est en fait rien de tout cela. Le stigmatisant. La tartufferie de nous faire passer Ruffin comme plus rassembleur que tous les autres en serait presque drôle, ne serait-ce qu'au regard de ce que j'ai mis en lumière précédemment. Mais il reste des trucs à dire par-dessus le marché, ce qui n'arrange pas ses affaires. Je ne doute pas que ce n'ait jamais été dans les intentions du député de la Somme, mais volonté ou non, cela ne rentre pas en considération. Seul le résultat importe. Ce qui est fait est fait. Son discours à divers moments est un discours quelque peu stigmatisant, au moins par omission, pour mettre les choses au mieux. Je m'explique. Si on n'est pas sur un discours dont le manque de finesse est ahurissant, à l'instar de celui de Roussel, Ruffin s'est fourvoyé en utilisant lui aussi le vocabulaire de nos adversaires. Il s'est lui aussi emmêlé les crayons ou pris les pieds dans le tapis. Vous choisirez l'image que vous trouverez la plus pertinente. Cette notion de valeur travail que tous deux ont empruntée à la droite la plus rance est un no-go, dont le seul effet ne peut être que de faire reculer les idées de gauche et contribuer parallèlement à mettre des gens en souffrance dans l'étau. La reprise d'une telle formule est une mise au pilori en bonne et due forme. Le truc aurait potentiellement pu passer si on avait juste parlé, comme le fait souvent Ruffin, par ailleurs, de conditions de travail et de respect du capital pour les travailleurs. Oui, mais ce truc est aussi indissociable du discours dépolitisé de beaucoup de gens qui se trompent de boucs émissaires. Reprendre plus ou moins tacitement l'idée d'assistanat ou de gens qui ne feraient rien pour trouver du boulot. Ou encore cette marotte de droite de gens aux allocs qui seraient dans une situation acceptable est une aberration. Sans compter que cela n'a rien de gauche. En particulier dans un contexte de pénurie de travail, de délocalisation, de vagues de licenciements économiques ou boursiers, de profits jamais atteints mais jamais suffisants, surtout pour des gens à la tête des entreprises. Même en reprenant des chiffres qu'on sait faux pour un certain nombre de raisons, on a 400 000 postes supposément à pourvoir et 5,5 millions de chômeurs. Qu'on fasse le calcul ou une simple mise en comparaison, tout est dit. Alors la question est la suivante. Quand on veut, on peut ? Vraiment ? Ensuite, je renvoie aux explications d'Adrien Clouet, très pointu sur le sujet, qui nous explique les doublons, les postes à pourvoir qui ne trouvent pas preneur, faute de personnes ayant les compétences requises, et tout le team. Vous voyez sans mal que le chômage de masse auquel on fait face est structurel. J'ajouterais qu'il est entretenu, car quand on est marxiste, ou au moins d'une gauche conséquente, on sait quel rôle joue l'armée de réserve du capital sur laquelle les profits de certains reposent. Dans un autre registre, sans revenir sur cette histoire de tract à géométrie variable dont il avait été question il y a quelque temps, on voit bien que Ruffin met en œuvre, plus souvent qu'à son tour, des takes plutôt stigmatisantes, ou, dans le meilleur des cas, qui ne prennent pas en compte diverses sortes de problématiques lorsqu'elles sortent du domaine du social, ou du moins ne lui sont pas directement attachées de son point de vue. C'est ainsi que nombre de milieux, généralement liés de près ou de loin à des minorités, ont de longue date identifié que le chef de Picardie debout n'est pas leur camarade, et qu'il n'y avait pas grand-chose à en attendre de fait. Ils le savent sur une ligne qui ne leur est pas favorable, Ruffin étant un combattant efficace sur le terrain des luttes sociales, mais pas davantage. Des concepts comme l'intersectionnalité et autres ne lui sont visiblement pas familiers et semblent l'intéresser que fort peu. Oui, mais voilà, l'époque est ce qu'elle est, et ses paramètres comptent. Nombre de personnes empilent les difficultés, de par qui ils sont ou ressentent être. À force de ne pas se pencher sur certains sujets qui sont pourtant d'actualité pour des groupes entiers de gens, on finit par leur passer largement à côté, et de fait impossible de les embarquer dans une éventuelle conquête du pouvoir. Ils se sentent juste laissés de côté sur le bas-côté de la route. Ce qui s'avère des plus regrettables également, c'est que nombre des raisons sont en fait des mauvaises analyses ou des stratégies de deuxième zone, si on veut prendre le truc de façon cynique. Le stratège inepte. J'ai déjà mentionné rapidement et traité en coup de vent le fait que Ruffin a des prises de position assez naturellement à côté de la plaque, lorsqu'il maîtrise mal les dossiers. La chose prend un tournant encore plus catastrophique quand on considère les choix stratégiques opérés par celui-ci. Escompter se mettre à l'abri des furies médiatiques est complètement illusoire et ne pourra durer qu'un temps, dans le meilleur des cas. Tant qu'il restera un acteur peu susceptible de porter des coups à l'ordre établi et s'étonnant, pas au-delà.
Ce qui avait fait vaciller certains et qui lui avait valu une belle cote de popularité était le trollage en bonne et due forme de Bernard Arnault dans le cadre de son film Merci Patron. Comme quoi l'audace et des techniques agressives peuvent payer. Action qui n'avait rien de conventionnel ou de respectueux, plutôt celle de l'œuvre d'un pitbull, si on va aller par là. Enfin, facétie et moquerie en prime. Par contre, le sentiment de bienveillance ressenti à son encontre de la part d'un système médiatico-politique sera une fenêtre d'avertissement pour quiconque est réellement de gauche et aura envisagé de voter pour lui, et notamment pour quelqu'un aspirant à un vrai changement de société, en profondeur. Sa réception par les plateaux des 10 experts relevant plus de celle de Hollande que de celle de Mélenchon. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Se voir épargné ou traité de manière parfaitement cordiale risque de ne pas avoir l'effet recherché par l'intéressé, dont par exemple par tout le public que j'évoquais et qui serait, dans tous les cas, un électorat difficile à conquérir. Qu'une telle bienveillance repousserait davantage. Cela compliquerait résolument sa quête d'aller balayer plus large. Sa stratégie de respectabilité en a fait un acteur bourgeois comme un autre, si vous voulez mon opinion sur le sujet. D'autant qu'il convient de rappeler au passage que nombre des électeurs qu'il est censé vouloir aller chercher se trouvent être des gens qui, il fut un temps, étaient ceux qui le blâmaient pour ses interactions complaisantes avec Macron. Ce contre quoi, alors, on tentait de le défendre tant bien que mal. Personne qui martelait que Ruffin était un bourgeois, etc. Bref, insistait sur combien il ne leur ressemblait pas dans une certaine mesure. La stratégie de cesser les coups de gueule ou de coups de sang n'est pas du meilleur effet. Comme précédemment avancé, cela a rendu nombre de ses actions et discours inaudibles aux yeux de beaucoup. Et c'est une stratégie qui ne risque sûrement pas de sortir certains de leur torpeur ou de leur éloignement de la chose politique. Plus spécifiquement, quand on met ce fait en corrélation avec un message fort peu agréable aux oreilles de millions de privés d'emploi, qui ont de quoi se sentir pointés du doigt. Le problème est le suivant. Dans les 5,5 millions de personnes, beaucoup sont complètement dépolitisés. Nombre d'entre eux s'imaginent qu'ils sont la seule issue potentielle à leurs problèmes, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se sortir de la mouise où ils se trouvent. Un pourcentage conséquent ne s'intéresse même pas au scrutin et aux décisions politiques, et encore moins à sa vie ou ses figures. Et je sais de quoi je parle, je viens de cet environnement, justement. C'est Mélenchon qui m'a réveillé à coups de pompe dans les fesses, comme je le dis souvent. Alors bon courage pour mettre la main sur leur vote, dans un contexte pareil avec une stratégie aussi peu appropriée. Aussi, cette take terriblement SOSDEM, dans l'esprit d'élection qui se gagne au centre, en faisant le moins de vagues possible, est une vaste blague. Il suffit de s'intéresser aux méthodes débridées portées par la droite pour s'en convaincre. Et encore, certains du personnel politique estiment que la droite ne s'est pas encore décomplexée. C'est dire la dinguerie. Ça, c'est pour coper, en passant. Je m'interroge quant aux raisons de ces très fins stratèges pour expliquer les succès des libertariens les plus fous qu'on a vu prendre les rênes dans leurs pays respectifs, avec des discours empreints de dingueries toutes les unes plus grosses que les autres, un peu comme s'ils étaient entrés en compétition les uns avec les autres et visaient de marquer cette ère par leur sceau. Les grands stratèges, prenant l'absence de bruit et de fureur, n'ayant toujours pas compris comment les méthodes et programmes des démocrates bon teint, comme aux USA, ont largement détourné les gens de la participation électorale. Tous prenant une part active dans le dégoût et le désengagement, voire, au pire du pire, la résignation, un je m'en foutisme. Candidat des losers. Ensuite vient la question des alliés sur lesquels il sera à même de se reposer. De ce côté, cela ne s'améliore pas. Énonçons les choses aussi clairement que faire se peut. Toute candidature en dehors des Insoumis sera nécessairement une candidature de témoignage et dont l'issue ne pourra, au mieux, être que celle qui viendra greffer les espoirs de la gauche d'accéder au deuxième tour. Je le pense sincèrement, je ne vois pas comment il peut en être autrement. Surtout si on s'appuie sur ce que la bêtise et l'égoïsme des autres forces de gauche nous aura enseigné et aura donné concrètement durant les dernières échéances présidentielles, tous privilégiant leurs intérêts partitaires au sort des gens. En admettant que tous les partis en dehors de la France insoumise parviennent à un accord, ce que je peine à croire, on aura de toute façon une configuration peu propice à une victoire. Plus spécialement une victoire d'une vraie gauche, qui n'entend pas baisser pavillon une fois la victoire acquise. Et pour cause, avec un alignement complet des planètes, on se retrouverait dans une sorte de remise au goût du jour du quinquennat Hollande, avec une alliance faite de briques et de brocs, à partir de gens sur des positions aussi diverses que variées, et aucune ossature solide de gauche sur laquelle s'appuyer. Quand on entend Olivier Faure parler d'une gauche hors insoumis qui irait de Ruffin à Glucksmann,
on mesure l'ampleur de la tâche et le cas échéant l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce qu'un protectionnisme comme Ruffin irait faire avec un Glucksmann hyper-atlantiste pro-Union européenne et comble du ridicule dont la dévotion aux USA se percute, de facto, avec son soutien acharné à une Ukraine humiliée? On n'en a aucune idée. Évoquons aussi le mode de désignation censé départager tout ce beau petit monde dont nombre de têtes de pont entendent bien faire valoir leurs cartes, à l'instar des Ruffin, des Autain, des Glucksmann ou Faure, pour ne citer que ceux qui sont de facto les plus pressentis. Une gauche unifiée en tant que tous se mettrait derrière un unique candidat. Or, ce dont on a la certitude, c'est que si un tel scénario venait à se profiler à l'horizon, alors on lâcherait des gens dans l'équation. C'est ce que l'expérience nous apprend, puisque c'est systématiquement ce qui se produit lors des primaires telles que souhaitées par Faure. Il serait aussi cocasse de voir des membres de l'après opter pour une telle formule, alors qu'ils ont écrit un pamphlet contre ce type de désignation, et que, lorsqu'on conserve un minimum d'honnêteté intellectuelle, on sait que les tensions et compétitions des uns avec les autres laissent forcément des traces, que cela crée des barrières qu'il est difficile de faire tomber après coup. Et que, lorsqu'on conserve un minimum d'honnêteté intellectuelle, on sait que les tensions et compétitions des uns avec les autres laissent forcément des traces, que cela crée des barrières qu'il est difficile de faire tomber après coup. Il convient aussi de faire un état des lieux, c'est légitime. Comme je le disais auparavant, la force regroupée qu'on évalue en l'espèce est, ni plus ni moins, qu'une gauche en morceaux dont on a mis la force motrice de côté. Une gauche qui doit composer avec des appareils quasi en miettes et figures politiques dont beaucoup apparaissent comme des repoussoirs. Tous appareils comme supposés candidats, au 110e dessous pour résumer à gros traits. Aucun des partenaires dont on parle ne dépassant les 5% au cours de la précédente présidentielle. Et ce n'est pas le feu de paille du Parti socialiste aux européennes qui doit nous leurrer sur l'équilibre des forces en présence. En outre, le pari de Faure est ambitieux et pas seulement sur le plan comptable. Plan comptable qui ne laisse présager que d'une minuscule fenêtre de tir. À peine un trou de souris pour un souriceau nouveau-né. Il l'est aussi dans son espoir d'une consignation entre tous, bien que tous soient sur des postures et positions assez antagonistes. On voit mal un Glucksmann, par exemple, se ranger tranquillement derrière Ruffin si celui-ci était officiellement nominé. Aussi, lorsqu'on abat les faux-semblants, qu'en est-il vraiment? Eh bien, on a un Ruffin qui s'est lancé, d'où cette chronique. On a un PS dont on a la garantie de vouloir présenter quelqu'un, dont les courants antagonistes, ne laissant planer aucun doute sur le fait que, en fonction de ce que sortirait des tractations, on aboutisse à deux campagnes distinctes. Si quelqu'un plus à gauche était désigné, une candidature PS dissidente verrait le jour de sa partie la plus droitière. Ou encore une possible poussée des concernés vers un Attal potentiellement, personnage issu de ces rangs qui cadre avec la partie la plus droitière justement. Le flou est complet pour les Verts, qu'on a vu prendre des décisions qui n'ont pas été des plus malines durant les présidentielles de 2017 et 2022. Pour le PC, surtout si celui-ci reste sous l'égide de Roussel, on ne voit pas comment il ne serait pas mu par une tentative de sauvetage de leur appareil et rien d'autre, encore une fois, en dépit des conséquences pour la gauche en général. Rappelons aussi la grande fiabilité de l'allié en question, allié entre guillemets, voire très gros guillemets. Quand on se remémore le coup de fil de Roussel dans un train et sa tentative de négocier avec le gouvernement en place. Pour l'après, on n'en parle même pas. Eux sont mis en face de leurs indicibles incohérences, devant trancher entre deux personnes, Ruffin et Autain, le tout dans ce qui pourrait être une primaire que ses membres sont censés évaluer comme un procédé inepte et inefficace. La primaire, ce qu'il faut se souvenir à son sujet, c'est que c'est du temps consacré de manière hautement contre-productive. Les candidats passent en mode différenciation-opposition. Ferraille se lance des piques, quand il ne se saute pas carrément à la gorge, apporte des options politiques contradictoires qui ne sont pas débattues sur le fond, juste au travers du personnel pour le porter. Une incarnation, en somme. Sans oublier que le BOD auquel on fait référence est véritablement chronophage et greffe le calendrier, laissant un temps très réduit pour convaincre, une fois un candidat sorti du lot. Surtout quand on ne dispose pas de programme d'ores et déjà et qu'un travail n'a pas été produit en la matière. Pour en finir avec cette partie, il y a encore un angle mort dont on n'a pas discuté pour l'heure. Celui de la perception absolument catastrophique qui a été faite d'une partie de tous ces acteurs supposés se fédérer pour gagner. Soit que la crédibilité de certains aura été entachée par la non-censure, voire le quasi-soutien à un gouvernement antisocial,
sous des prétextes aussi fallacieux que la stabilité d'un système qui oppresse des tas de gens, qui fait souffrir toujours plus largement jusqu'à parmi les classes moyennes, donc des populations qui se considéraient à l'abri il n'y a pas si longtemps que cela encore. Cette protection apportée à Bayrou est vue comme scandaleuse au regard des affaires, et rien de tout cela ne s'embellit dans le paysage, avec ce que son soutien implique politiquement. Le PS, entre autres, aura été l'ange gardien d'un gouvernement poussant la pire cure d'austérité budgétaire que le pays n'aura jamais subie. Comment qui que ce soit pourrait vouloir se mettre sur la ligne de départ avec un tel coéquipier à bord, et croyant profiter de cet apport extérieur? Là encore, le système médiatique arrivant pour couronner le tout comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, le tout rajoutant un sac de 30 kilos sur le dos d'un candidat en lice pour courir un 800 mètres. Nul besoin d'être astrophysicien ou un génie interplanétaire pour comprendre tout cela, et que tout cela ne peut tout bonnement pas fonctionner et engendrer un résultat satisfaisant. Ma France à moi. Je m'achemine vers ma conclusion par la présente partie, car pour moi ce thème est aux confins des chemins, résume une bonne partie de ce que j'ai cru bon de mettre en avant tout du long. J'ose espérer que le slogan a été trouvé par Ruffin seul, en mode autonome ou encore en one-man gang, car ce serait encore pire de se dire qu'une équipe aurait brainstormé pour pondre quelque chose de si désastreux et d'incohérent à ce point. Outre les airs de tubes de Diams, qui parleront peut-être à certains, qui donnent un truc étrange à ce slogan, on a aussi un décalage complet avec ce pourquoi Ruffin est censé se lancer. Il est communément accepté que le président élu est le président de tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui, qui ont potentiellement voté contre lui également. Ramener un truc personnifiant de la sorte n'est pas dans l'esprit de la gauche, partie de l'échiquier politique où le « nous » est de mise, voire la norme, où il a plus que tendance à être employé, parfois dans des proportions un peu abusées, il faut le reconnaître. Opter pour une formule qui sonne 6 5e République pour un gars dont on attend qu'il promeuve la 6e République est spécial. Opter pour une formule qui sonne 6 5e République pour un gars dont on attend qu'il promeuve la 6e est spécial. Cela me laisse dubitatif. Le signe, une fois encore, de stratégie et discours définitivement pas au point et qui ne semble pas près de l'être. Fait-il d'emblée l'impasse sur la nécessité de convaincre des insoumis? Ou encore que nous préférerions sa France à lui plutôt que l'avenir en commun? Ou est-il complètement parti à droite toute? Je m'interroge à en juger par le vocable véhiculé. Les volte-face de Ruffin sont trop nombreuses. Aucune clarté ne peut résulter de tout cela. Qui est-il? Celui qui porte des combats pied à pied? Quitte à pousser des gueulantes? Ou ce sosdème qui ne croit plus bon de se cacher et qui met tout dans son apparence? La coupe de cheveux parfaitement arrangée, le look soigné et tout le fatras. Tout le fatras que la bourgeoisie exige normalement des élites de cet ordre. Se rend-il compte que la pente sur laquelle il se trouve est celle d'un produit purement marketing? Et puis, si c'est à son entourage qu'on doit de tels débuts, je crois que cela nous démontre par A plus B combien le mec ne sait pas s'entourer, et ce slogan tout moisi en est une preuve accablante. Nous, ce à quoi on aspire, c'est d'avoir un candidat qui représente le plus grand nombre, mais aussi et surtout un candidat qui incarne la rupture, à la fois sur le fond et la forme. Et Ruffin était des années-lumière de tout cela, plus spécifiquement avec la pente actuelle sur laquelle il est parti. Je me bats régulièrement, rhétoriquement, avec un de mes camarades de GA qui s'effraie du moindre mot un peu polémique, épicé ou plus haut que l'autre. Mais l'ère dans laquelle on se trouve est celle des têtes dures, de ceux qui tiennent bon et ne concèdent aucun centimètre de terrain, quoi qu'il advienne. Ce n'est pas en offrant des roses et des chocolats aux puissants que ceux-ci vont concéder de nous laisser les clés du camion, ni même en nous excusant d'être là. Allez, au combat, tous derrière la FI, notre seul espoir. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1 point c'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à mes camarades sublimes pour son aide, pour m'avoir prêté sa voix et pour avoir donné davantage de relief à cette production. Allez, à bientôt, bye bye.